merci Jean-Pierre, bonjour à tous. C'est pas le deuxième jour pour moi, c'est le 8e. Et donc si je fais des lapsus, je vous demande de les attribuer à cette histoire longue qui fait que je suis devant vous ce matin. Je veux vous parler d'une initiative scientifique. Je vais me cantonner dans mon rôle de professeur d'université ce matin. Je ne veux pas être professoral, mais je veux quand même vous raconter une initiative scientifique qui est en route. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, c'est que je ne vais pas vous présenter un travail fini, accompli et qui est dans les livres. C'est pas du tout ça, c'est véritablement une épopée qui débute. Et le terme épopée, il est important. Cette semaine, on avait avec nous Les Épopées, le groupe de musique baroque qui réapprend à interpréter la musique baroque selon les principes qui l'ont fait naître à la Renaissance. C'est vraiment une aventure. Et c'est une aventure dans laquelle j'aimerais vous convier en prenant vraiment le point de vue de cette petite communauté scientifique, elle est toute petite encore, hein, qui essaye d'avoir une approche un peu plus holistique, systémique si vous n'aimez pas le mot holistique, sur la partie habitable de notre planète. Donc pour le faire très court, hein, et c'est vraiment en écho des travaux d'hier, nous n'habitons pas la Bille bleue que les navettes spatiales ont photographiée lorsqu'elles ont quitté la Terre dans les années 70. Nous habitons une toute petite partie de cette planète, et on l'avait sous les yeux ce matin, on l'aura j'espère sous les yeux cet après-midi. Cette image d'ailleurs, en la collant ce matin dans ma présentation, est absolument magnifique, parce que vous voyez le sommet des montagnes qui n'est pas habitable, ce sont des roches, et là où la photo est prise, un bocage absolument exubérant, habité et habitable. Et entre les deux, tout un gradient. Et cette notion de gradient, j'y reviendrai, gradient d'habitabilité. Vous n'avez pas envie d'habiter au sommet des montagnes, vous avez envie d'habiter là, dans la plaine, et c'est pour ça que les humains se sont installés là. Voilà, donc je veux vous parler de cette initiative scientifique qui est née aux États-Unis d'un conseil national de prospective de la recherche. Voilà. Et donc hier, il y a eu cette question après l'exposé de Frédéric, pourquoi ça s'appelle zone critique? Ben, je suis un peu désolé de vous annoncer que ça vient de l'anglais Critical Zone, et ça a été proposé par le National Research Council des États-Unis, qui est un des grands organismes qui fixe les directions de la recherche scientifique pour orienter les financements en 2001, mais pas du tout en pensant au fait que c'était la zone critique habitable de la Terre. Vous allez voir que ça s'est déplié plus tard, ça s'est déplié en particulier grâce à ma rencontre en 2014 avec Bruno Latour, qui un jour m'a envoyé un mail en me disant « mais dites des collègues à moi de Toulouse me disent que vous travaillez sur la zone critique, c'est très intriguant et j'aimerais en savoir plus, peut-on se rencontrer ?» Et donc bien sûr, j'ai à partir de ce moment-là contribué à l'éducation, comme il disait, de Bruno, de cette communauté-là naissante, vraiment un collectif. Ne voyez pas les scientifiques comme un peuple unifié. La science procède de collectifs qui se regroupent autour, non pas de villages, mais de revues abscons que personne ne lit, mais qui sont notre moyen entre nous de communiquer. Et effectivement, les scientifiques de la zone critique sont une communauté comme les climatologues, comme les sciences du système Terre dont on a parlé l'autre jour, enfin pour ceux qui étaient là, etc., se retrouvent autour de revues favorites qu'ils aiment à ouvrir en arrivant le matin à leur bureau, ou plus exactement, c'est beaucoup plus correct, avec lesquels ils aiment se battre. Et rentrer en compétition, on pourra peut-être en reparler. Qu'est-ce que c'est que la zone critique de la Terre selon ce conseil américain? Eh bien, c'est quelque chose que vous connaissez, il n'y a pas de grande découverte. C'est la basse atmosphère, cette atmosphère nuageuse, brumeuse ce matin, le sol cultivable, et là on va commencer à rentrer dans des problèmes sémantiques énormes, qui est que cette notion de sol, ça pourrait faire l'objet d'une enquête, hein. Le sol... Ben, dans la salle, il n'y a pas deux personnes qui vont avoir la même définition du mot sol. Le sol cultivable, pour moi, est la partie riche en humus du sol, dans lequel vous plantez la petite graine qui va vous donner des tomates. En dessous, il y a un sol, qui est un sol de géologue et qui peut aller très loin,
qui est complètement invisibilisé d'ailleurs sur les cartes de sol, hein, et qui est pourtant très important parce qu'en particulier il est poreux ce milieu et que dans cette porosité on met de l'eau, on met de l'air, on met des bactéries quasiment inconnues d'ailleurs à ce jour. Et si vous faites par exemple à la tarière, qui est le grand instrument favori des pédologues, les pédologues étaient un peuple de scientifiques qui étudiaient le sol, vous arrêtez, vous avez à un moment une profondeur à laquelle vous ne pouvez plus forer. Vous ne pouvez plus y aller parce que c'est des roches. La limite n'est pas franche. Elle est complètement discontinue, c'est de la dentelle, mais à un moment donné, vous ne pouvez plus forer. Les arbres ne peuvent plus mettre leurs racines là-dedans, il n'y a plus d'eau, etc. C'est ce que j'appelle les roches. En anglais, c'est assez intéressant parce qu'on appelle ça fresh rocks, les roches saines, pas abîmées, pas malades, saines. Et en français, on appelle ça les roches-mères. C'est intéressant, hein, ce féminin qui est rare quand même. Hein. Là, il y a un féminin, roche-mère. Et puis, la zone critique, c'est aussi les eaux de surface qui coulent dans le petit ruisseau là, qui est en contrebas, des eaux profondes. Hier, on a eu la controverse superbe sur l'eau, on les a entendus parler, les eaux profondes. Les écosystèmes, alors écosystème, pareil, problème sémantique, parce que si vous revenez à la définition historique d'un écosystème, c'est pas du tout ce qu'on nous vend aujourd'hui. Quand on nous dit il faut protéger l'écosystème, je sais pas quoi, je vais dire n'importe quoi, de la hêtraie sapinière, on désigne une formation végétale. Bon, or l'écosystème, dans sa définition primitive, Haeckel, 1890, c'était pas du tout ça, c'était beaucoup plus systémique. C'est assez intéressant que quand vous regardez l'évolution des concepts scientifiques, ils se simplifient et deviennent de moins en moins scientifiques, de moins en moins systémiques. Et l'initiative Zone Critique, comme d'autres, est une initiative qui tente à les remettre ensemble pour qu'un pédologue reparle à un géologue, qu'un géologue reparle à un hydrologue, etc. Je ne force pas le trait, je vous assure. Quand vous voulez faire des études d'hydrologie, vous ne faites pas des études d'hydrogéologie. D'accord ? On en est arrivé à des siloisations, comme on dit, qui sont excessives parce que cette zone, c'est la seule zone que nous avons sur la Terre pour vivre, c'est la seule zone dont nous dépendons. Il n'est pas question d'étudier l'eau indépendamment du sol. Donc la zone critique de la Terre, c'est d'essayer de dire, ok, prenons un pas de recul et essayons de donner naissance à une science par différents moyens qui serait plus holistique et qui ne distingue pas, par exemple, les vivants des non-vivants, les humains des non-humains, etc. La zone critique, c'est pas que cet aspect vertical qui est représenté sur ce schéma qui n'est pas bon. Hein. Je ne suis pas fier de mes schémas, je le dis tout de suite. Donc ne m'attaquez pas sur mes schémas parce que c'est les moins pires que j'ai, je pourrais dire. Et à la fin de l'exposé, je vous montrerai ce qu'on essaye de faire, en particulier ce qu'on avait commencé à faire avec Bruno et une architecte qui s'appelle Alexandra Arène, de réinventer des représentations de ces zones critiques, qui ne soient pas celles-là. Une autre représentation, dont Bruno se moquait beaucoup, qui est celle-là, qui est la représentation qu'on utilise dans le réseau des observatoires de la zone critique, que je coordonne en France, mais qui quand même vous montre, je ne sais pas si vous le comprenez, ça vaudrait la peine d'ailleurs d'en faire un atelier. C'est un truc, c'est comme les coupes anatomiques des médecins. Au scalpel, on fait une verticale de ce qui est sous nos pieds. Mais ce qui est important dans ce diagramme, ce qui est intéressant quand même dans ce diagramme, c'est qu'il vous montre que cette zone critique, c'est pas vertical à un endroit. Et que les habitants de la Camargue, du delta ici, ou des deltas de Hollande, pour reprendre des discussions intéressantes de cette semaine, dépendent de ce qui est en amont. D'accord ? La Camargue, les sédiments de la Camargue dépendent des glaciers alpins. Il y a cette connexion latérale que réintroduit également la zone critique. Et donc, dans la zone critique, il y a une dimension presque paysagère. Et c'est pour ça que les architectes s'y intéressent beaucoup. Cette zone critique, donc, indépendamment des mauvaises représentations que j'essaye de vous montrer, est ce qui nous tient. Vraiment, si on réfléchit. Et c'est d'ailleurs, en particulier, grâce au contact avec Bruno Latour, mon cours de première année de géologie, qui s'intitulait « Panorama des géosciences », est devenu Géosciences pour l'Anthropocène. Parce que si vous ouvrez un livre de géologie, pour vous dire où en est arrivée la géologie, le premier chapitre de la géologie, c'est la Terre dans le système solaire, qui tente à montrer que maintenant on sait que la Terre n'est qu'une planète d'un vaste système solaire
lui-même dans une galaxie qui est la Voie lactée, elle-même dans un amas de galaxies, etc. C'est ces changements d'échelle qui nous font rêver. Hein. Reprenez James Webb, enfin ça vous fait rêver James Webb. N'est pas la vision de la Terre qu'il faut, à mon avis, que nous enseignons, et probablement la géologie doit atterrir, comme beaucoup de sciences, et avec Bruno en particulier, on a retravaillé ce cours que j'ai maintenant grand plaisir à donner, et qui remet l'homme au centre du système. À quoi ça sert de s'intéresser à la tectonique des plaques si c'est pas pour comprendre la partie habitable de notre planète? Ça peut vous paraître trivial tout ce que je dis, mais une fois de plus, je reprends le point de vue du scientifique. Et je vous assure, c'est difficile de les faire sortir de ce laboratoire, comme je fais là ce matin. Et donc il y a des choses triviales, presque triviales, qui doivent être dites dans cette transformation. Alors, les idées que j'aimerais vous faire passer ce matin, c'est que cette zone critique de la Terre, c'est une zone de transformation. D'accord ? La spécificité, ça a été dit hier par Frédéric, de la Terre, c'est d'avoir cette pellicule à la surface de la planète qui est cultivable, habitable. Il n'y a pas de vie sur Mars, parce qu'il n'y a pas de zone critique. Il n'y a pas de zone critique sur la Lune, c'est du caillou. Il s'est passé quelque chose sur la Terre qui fait que cette zone de caillou, cette planète rocheuse, a été transformée à sa surface. Et ça, c'est un truc très important. Ce dont vous dépendez, là, vient du bas, d'accord? Le phosphore que vous avez mangé ce matin vient des roches qui se sont altérées, je vais en parler, pour vous nourrir vous. D'accord? La partie habitable de la Terre, elle vient de la transformation de ce qui est en dessous. Et je vais vous parler un peu de ces transformations. Je ne vais pas en faire la liste, elle est longue et on n'a pas fini d'enquêter sur l'ensemble de ces transformations. Mais c'est pas que des vivants, c'est des vivants et c'est des non-vivants. Il y a des réactions dont je vais vous parler de transformation qui n'ont pas besoin du vivant. D'accord? Directement. Et tout ça fait un tissage qui fabrique la zone habitable de la Terre. Qui dit transformation, le terme est horrible, mais cette semaine m'est arrivée une idée nouvelle. Qui dit transformation dit rétro-transformation. La nature ne fait jamais quelque chose dans un sens. Elle invente tout le temps quelque chose dans l'autre sens. C'est le secret de sa durabilité, pour reprendre un mot à la mode. C'est pour ça que les systèmes naturels, entre guillemets, géologiques, je ne sais pas comment dire, durent. C'est parce qu'à chaque fois que vous faites une transformation, il y a une rétro-transformation. Et peut-être que le mot, au lieu d'utiliser le mot rétro-transformation, il faut utiliser le mot régénération. Il y a régénération dans la nature. Et quand vous coupez cette régénération, ce qui est une des caractéristiques de notre espèce, sur certains nombres de choses, vous coupez la boucle de la durabilité. Le cycle de l'eau, typiquement, et à nouveau, la controverse, hier, sur l'eau, elle était superbe. Quand Cécile commençait à enquêter sur par où passe l'eau, et s'apercevait qu'on avait complètement court-circuité des cycles qui étaient des cycles normaux. Et enfin, je ne vais pas trop vous embêter là-dessus, mais je pense que c'est vraiment très important, qui dit transformation, dit travail, dit énergie. Travail au sens de Marx, hein, le travail des chevaux, le travail, voilà, et le travail, il y a un travail pour faire cette zone critique. Et cette zone critique, qui est la zone habitable de la Terre, elle est issue du travail. Et qui dit travail dit énergie. C'est pareil, la même unité. L'unité de travail, c'est l'unité d'énergie. Et donc, il faut de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ces énergies? C'est intéressant de s'y pencher. Il y en a deux que dans mon livre, j'ai essayé de métaphoriser avec les termes d'Hadès, qui est en dessous, et d'Hélios, qui est au-dessus. La zone critique étant à l'interface de ces deux grandes masses énergétiques qui s'affrontent. La masse Hadès, c'est l'énergie de l'intérieur de la Terre. Ne voyez pas la Terre comme une planète figée, inactive. Elle est chaude parce qu'elle est radioactive, et une manière très efficace d'évacuer la chaleur dans les systèmes physiques, on sait ça très bien dans l'industrie, c'est la convection thermique, c'est de faire tourner. C'est ce que fait votre bassine votre casserole de lait le matin, votre lait, il tourne, c'est sa manière à lui d'évacuer la chaleur que vous lui donnez. L'intérieur de la Terre est en perpétuel mouvement. Simplement, la croûte terrestre, qui est la partie fine à la surface de cette Terre, elle ne peut pas partir dans ce mouvement de convection thermique, et donc ces plaques tectoniques, c'est la grande découverte des années 70, sont comme des radeaux qui se déplacent sur de l'eau.
D'accord, l'image est très mauvaise scientifiquement, mais peu importe. Donc on vit sur, ici par exemple, on vit sur une plaque tectonique qui est la plaque tectonique eurasienne, qui s'est pris de front, une plaque qui lui est arrivée dans la figure il y a 30 millions d'années, et qui fait qu'il y a des reliefs autour de nous. Ces mouvements de convergence ou de divergence des plaques à la surface de la Terre, qui sont donc l'expression du refroidissement de la planète, sont ce qui crée les montagnes, sont ce qui crée également les volcans. N'oublions pas ces mécanismes de génération, de genèse. Sans les reliefs, on ne serait pas là. Parce que sans relief, il n'y aurait pas de cycle de l'eau. Et donc ces forces de construction sont des forces intérieures. L'énergie du Soleil, il n'y a pas besoin d'en faire de grands discours. Cette énergie du Soleil, elle nous arrive normalement au mois de juillet, à midi, on la sent bien. Mais c'est la zone intertropicale qui récupère le plus d'énergie solaire. Le Soleil est une machine radioactive également, qui fait la réaction radioactive que les humains n'ont pas encore réussi à faire. Elle prend 2 atomes d'hydrogène pour en faire un atome d'hélium, et ça libère des quantités d'énergie considérables. Ça réchauffe l'océan, ça le fait s'évaporer, ça réchauffe l'atmosphère, et là aussi, phénomène de convection thermique, la nature ayant horreur des inégalités thermiques, elle met en place des systèmes de refroidissement, un radiateur atmosphérique que vous connaissez, c'est la circulation atmosphérique, c'est la blague que nous fait cette année l'anticyclone des Açores, parce qu'il a décidé de ne pas s'installer en Europe pour laisser la place aux dépressions du nord de l'Europe. Bref, tout ça, vous connaissez, c'est l'expression, exactement comme la tectonique des plaques, de déséquilibre énergétique. C'est ça que je veux vous dire. Et donc nous sommes coincés, la partie habitable de la Terre est coincée entre ces 2 sources d'énergie considérables qui rentrent en contact. C'est très important de réaliser ça. Nous sommes là parce qu'il y a une tectonique des plaques qui crée des reliefs et parce qu'il y a le Soleil qui vient donner de l'énergie à la surface de la Terre. Le résultat, c'est l'originalité du cycle de l'eau, de la planète, pardon, c'est le cycle de l'eau. Peut-être, je m'arrête un tout petit peu sur les chiffres. Donc vous savez ça parce que vous payez l'électricité. L'énergie, c'est des térawatts. Enfin, c'est des watts, pardon. Et ici, on est en térawatts, 10 puissance 12 watts, parce que, bien sûr, on regarde des chiffres globaux, donc ils sont nécessairement très grands. Le Soleil nous donne 180 000 térawatts sur l'ensemble de la Terre. C'est la quantité d'énergie que le Soleil donne à la Terre. Donc les watts, c'est des joules par seconde, si vous oubliez vos cours de physique du lycée. Et c'est vraiment important. L'intérieur de la Terre, ce qui vient du bas, là, c'est 44 térawatts. Vous allez dire, mais pourquoi vous nous en parlez? C'est ridicule. Ça fait partie du fait qu'on l'a invisibilisé, cette source d'énergie. Mais cette source d'énergie qui vous paraît faible, elle est quand même d'abord très élevée par rapport à la consommation humaine. La consommation humaine globale, c'est 15 térawatts. C'est à peu près un tiers de ce que la Terre dégage comme énergie, hein. C'est quand même impressionnant. Si vous pensez qu'on n'est pas dans l'Anthropocène, voici un très bon argument. Mais ces 44 térawatts, il faut les intégrer sur toute l'histoire de la Terre, d'accord, qui a 4,5 milliards d'années. Okay. Le Soleil, vous savez ça, il est chaud, il a une énergie très grande, mais dès que vous vous enfouissez comme une taupe ou un lombric dans le sol, vous ne le sentez plus. Et donc finalement, quand vous êtes un lombric ou une taupe, les 44 térawatts ne sont plus équivalents à ces 180 000 térawatts. Je ne veux pas vous embêter trop avec ça, mais ces aspects énergétiques sont quand même très importants. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que sur la planète Terre, il y a un cycle de l'eau qui est représenté ici sur un mauvais schéma avec des mauvais chiffres parce que ces chiffres sont globaux et qu'ils ne veulent rien dire. Si je vous dis 434 000 km3 d'eau s'évapore de l'océan et que 398 000 km3 d'eau retombe sur les océans, ça vous fait une belle jambe. C'est ce qu'on apprend à l'école dans le premier chapitre d'hydrologie. C'est des chiffres qui ont mis des décennies à être évidemment calculés. Ils sont mesurés par les satellites aujourd'hui, etc., etc., etc. C'est pas ça qui va nous permettre d'habiter dans le Trièves. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que cette connaissance-là est à mettre à la poubelle, pas du tout. Et en particulier, il y a une information intéressante, si vous êtes un petit peu fort en calcul mental, même le dimanche matin à 10h, 434 moins 398, c'est la partie qui s'est évaporée de l'eau et qui est moins celle qui est retombée directement sur les océans, parce que c'est sur les océans qu'il pleut. Ben, ça fait 36. Et 36, c'est pas ce qui pleut sur les continents, il pleut 107. Ah, intéressant, ça veut dire qu'il y a un apport supplémentaire de vapeur d'eau quelque part à l'atmosphère qui fait qu'on arrive à ce chiffre de 107. Et ça, c'est quoi? C'est horrible terme évapotranspiration. Vous connaissez un terme de scientifique, hein, voilà.
Évaporation, parce qu'il y a une partie physique. Transpiration, parce qu'il y a une grande partie, c'est les végétaux. Les végétaux qui nous entourent ici sont des pompes à eau qui prennent l'eau du sol, quand il y en a beaucoup en ce moment, et qui le remettent dans l'atmosphère. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu un jour de beau cette semaine. Un jour, mais ça a beaucoup chauffé. L'eau du sol est remontée dans les arbres, je ne sais pas vous, mais moi je l'ai vu. Elle a monté en colonne atmosphérique, elle a donné des nuages qui ont donné des orages hier et avant-hier. C'est ce cycle-là de l'eau court qui nous intéresse quand on habite dans le Trièves, d'accord? Or, il n'est pas bien connu. Donc, vous voyez, je suis capable de vous donner ce grand schéma global des flux d'eau. Je ne suis pas capable de faire la même chose pour les Alpes. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui est local, ce qui est mondialisé, pour le dire comme ça. Donc, j'insiste sur une chose très importante. On a parlé de Gaïa cette semaine. Moi, j'en parlerai pas beaucoup. C'est pas ma communauté, tout simplement. 71 km3 d'eau par an sont redonnés à l'atmosphère par les végétaux. Donc s'il n'y avait pas les végétaux, il n'y aurait pas le cycle de l'eau là. D'accord? La vie organise ce cycle de l'eau d'une certaine manière. Bruno, en me taquinant, disait mais si, il y a un océan parce qu'il y a des végétaux qui transpirent l'eau dans l'atmosphère. Donc son raisonnement, il était de dire, il y a un océan parce que les fleuves amènent 36 000 km3 d'eau par an, et s'il n'y avait pas l'évapotranspiration des végétaux, alors ça ne serait pas 36, hein, ça serait 107 moins 71, pas grand-chose, et donc il n'y aurait pas d'océan, enfin l'océan serait beaucoup plus réduit que ce qu'il est aujourd'hui. J'étais pas d'accord, mais on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vous dire que ce cycle de l'eau, en fait, l'eau, quand il pleut, ne ruisselle pas à la surface. Ça, c'est encore une image d'Épinal qu'il faut s'enlever de la tête. Ça ne marche pas comme ça. L'eau, quand il pleut, s'infiltre dans le sol. Vous allez me dire, c'est pas vrai, j'ai vu l'eau ruisseler il y a 2 jours. Oui, mais en bilan, en masse, c'est pas ça qui se passe. L'eau s'infiltre. D'accord? C'est comme la théorie du ruissellement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'eau disparaît. Pas que l'eau. Et elle va s'accumuler où? Dans des réservoirs. Sous terre, exactement, la géologie marche toujours. Hein. Elle s'accumule à certains endroits particuliers, là où on a fait les conditions pour. Et ce qui est important, c'est qu'en s'infiltrant, elle va traverser la couche critique, la zone critique que j'essaye de vous définir. Et en particulier, elle va traverser une zone que les lombrics connaissent bien, puisque c'est leur habitat, qui est très enrichi en gaz carbonique. Ce gaz carbonique, c'est quoi? C'est le gaz qui est issu de la décomposition de la matière organique. D'accord? Quand vous mettez du fumier dans votre jardin, ce fumier ne va pas durer longtemps. Il va être décomposé par des bactéries et des champignons pour redonner du gaz carbonique, du CO2. Il n'empêche que quand l'eau pénètre à la surface de la Terre et s'infiltre gentiment dans cette petite pellicule, et c'est bien quand ça ne va pas vite, elle se charge de CO2. Et le CO2, grande découverte de Lavoisier, mais bien de grands scientifiques du XVIIe siècle, le CO2, il adore l'eau, d'accord? Le CO2, ce fameux CO2, dont la quantité est écrite sur les billets de train que vous avez achetés pour venir ici, il adore l'eau. Il adore l'eau et donc il forme un acide. Un acide, c'est un mot qui a été inventé il y a très longtemps, hein, par un dénommé Rouel, pharmacien, place Maubert, à Paris. Un acide, ça pique la langue, tout simplement. Un mauvais vin pique la langue, le Coca-Cola pique la langue. Toutes ces substances-là sont des acides et il est, vous le savez, pas très bon d'en abuser. Sur les roches, cet acide a un effet. Cet acide s'appelle l'acide carbonique, c'est Lavoisier lui-même, oui, qui a donné ce nom à cette substance. Cet acide va réagir avec les roches. Forcément, il s'infiltre et à un moment donné, il rencontre des roches. Et là se produit une réaction chimique, une de mes transformations dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas très connue, celle-là, il faut absolument la réhabiliter, c'est l'altération chimique en français. Altération, comprenez ce que ça veut dire? Vous, quand vous êtes altéré, vous êtes perturbé, vous vous transformez de l'intérieur, et là c'est la même chose, la roche va se transformer de l'intérieur. Donc c'est pas finalement tant le cycle de l'eau qui est intéressant, mais c'est les dommages collatéraux que font l'association de l'eau et du CO2 qui vont altérer les roches. Et donc, s'il y a une pellicule habitable à la surface de la Terre, si ce matin vous avez mangé du phosphore, qui n'est présent que dans les roches, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, une altération chimique de la roche qui a libéré, pour ainsi dire, ce phosphore,
qui a libéré le calcium, qui a libéré le potassium, qui a libéré tous les nutriments que vous êtes obligés d'avaler le matin quand vous mangez, que vos plantes, que vos animaux, dont vos plantes ont besoin. Ce mécanisme d'altération est fondamental. Le mot altération, il est assez joli, et il donne naissance à ce que les géologues appellent une roche qui n'est plus la roche de départ, qui est une roche transformée, que les géologues appellent une altérite. Un mot qui a complètement tombé dans l'oubli, mais qui est pourtant très beau. Altérite, avec un petit accent à la fin, ça fait altérité. Il y a de la poésie dans ce mot, puisque vous êtes devenu autre chose en interagissant avec l'atmosphère de l'air. D'accord ? Ce beau dessin ici, les dessins commencent à être plus jolis. Ce dessin, je le dois à Alexandra Arène, dont hier Frédéric a montré d'autres représentations, parce qu'Alexandra se moque de moi avec ses vieux schémas à la noix de scientifique, et elle essaye de les rendre un peu plus artistiques, et donc je la remercie, même si elle n'est pas là aujourd'hui. Donc cette colonne qui est représentée sur la droite de mon schéma, ici, ça commence à déplier le détail de ce qu'est cette zone d'interaction entre le cycle de l'eau et les roches. Et c'est moi ce que j'appelle la zone critique. Et les végétaux, ils sont dedans, et vous êtes dedans, et le lombric, il est dedans, et les animaux, ils sont dedans. D'accord ? Il y a tout, d'accord ? Il y a tout parce que c'est le résultat de la transformation, de l'affrontement de ces deux sources d'énergie. C'est du discours, on est d'accord, hein ? On n'apprend rien là, aujourd'hui. Mais quand même, il y a une manière de le raconter qui change tout, à notre manière d'habiter la Terre. Enfin, il me semble. Et l'autre jour, on a fait une excursion géologique et Anne-Sophie Milon, qui nous a quittés, m'a surpris en prenant en photo sur ma zone critique à moi que j'essayais d'expliquer. Donc en faisant 100 mètres ici, je vous montrerai une zone critique. On voit des pins à ma droite et à ma gauche, des pins, des troncs de pins, pas toute la canopée. Et je suis assis sur une petite pellicule, vous la voyez, brunâtre, qu'on appelle l'humus ou le sol cultivable. Et sous moi, il y a des roches à 2 mètres sous moi, mais entre les roches et moi, il y a une matière complètement cassable à la main, une roche pourrie, comme on dit des fois, et c'est l'altérite, c'est cette fameuse altérite. Donc sur cette zone critique issue du conflit entre l'eau, le CO2 qui vient du haut, les roches qui viennent du bas, cette zone de transformation, j'ai commencé à mettre ici en bleu un certain nombre de mots de ces transformations qu'étudient les scientifiques. Voilà, la photosynthèse, très connue, la respiration, l'humification, l'altération chimique dont je viens de vous parler, l'infiltration, je crois j'en ai parlé, l'altération physique, parce que si on était au sommet du dévolu, le CO2 réagit pas avec les roches parce qu'il fait trop froid. Ça, c'est Arrhenius qui nous a appris ça en 1896. Il a dit, d'ailleurs, c'était assez intéressant ce garçon, c'est un physicien, il avait montré que plus la température est élevée, plus les réactions chimiques sont rapides. Ce que vous faites quand vous faites cuire votre riz, enfin l'eau pour mettre le riz, sinon ça prendrait 10 ans, il serait un peu lent. Et Arrhenius d'ailleurs était un grand climato-sceptique parce qu'il avait compris que les activités humaines rejetaient du CO2 déjà, 1896, et il s'en réjouissait parce que il était scandinave, danois, il trouvait que c'était bien pour les pays du Nord parce que ça allait les rendre plus habitables. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la fabrication de la zone critique, elle est essentiellement tropicale en fait. Et dans nos climats, la zone critique, elle est toute petite. Je suis capable de la montrer, de vous la décrire, mais enfin, si vous êtes comme moi, si vous avez passé votre vie à étudier l'altération chimique, c'est vraiment sous les tropiques que les choses se passent rapidement et que vous allez essayer de comprendre quelque chose, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, il y a la vie dans tout ça, j'en ai déjà parlé 2 fois, j'en ai parlé pour l'évapotranspiration, je vous en ai parlé pour la genèse du gaz carbonique parce que c'est la décomposition de la matière organique par les champignons qui génère le CO2 qui va altérer les roches. En ce moment, il y a beaucoup de mes collègues qui commencent à étudier les bactéries qui peuplent cette zone critique qui est sous nos pieds. On trouve des bactéries à des centaines de mètres sous nos pieds, dont on ne connaît pas. À chaque fois qu'ils font un forage, tac, c'est un papier à succès parce qu'ils définissent de nouvelles espèces. Et ils enrichissent l'arbre phylogénique de la vie. Donc en fait, l'essentiel de la biodiversité sur Terre, elle est sans doute là, elle est complètement inconnue. C'est pas des bactéries, c'est des archéobactéries, elles sont pas cultivables, c'est pas une microbiologie pastorienne, ces bestioles ne se laissent pas
étudier facilement. On l'appelle la biosphère profonde, Deep Biosphere en anglais. Et cette image, je la dois à un collègue de Chambéry qui travaille sur la propagation des signaux électriques dans le sol. C'est un géophysicien. Il y avait avec nous Damien cette semaine, qui est un géophysicien qui envoie des électrodes qui électrocutent le sol. Et la réponse, quand vous électrocutez un sol, les réponses sont uniquement interprétables si vous envisagez des petites bestioles connectées entre elles par des fils électriques. C'est absolument, si vous avez vu le film Avatar, on est à peu près dans Avatar. C'est ces mécanismes de communication entre la surface de la Terre et éventuellement les roches, perturbation à la surface. Les roches sont alertées du fait qu'il faudrait peut-être qu'elles s'altèrent chimiquement un peu pour compenser la perte, c'est de la géoposie ça, pour compenser un peu la perte de sol. Donc, et là on rejoint une vision assez margulienne, on va dire, de la Terre, c'est qu'en fait, la surface de la Terre, cette zone critique, ça c'est un paysage de l'Alta Rocca, au sud de la Corse, est un espèce de biofilm. Et c'est pas les arbres, le biofilm, c'est ce qui est en dessous qui fait cette transformation des roches en une partie habitable de la planète. Grand débat dans la communauté scientifique, et Gaïa d'ailleurs est aussi objet de controverse à cause de ça, pour savoir qu'est-ce qui est fait par le vivant, qu'est-ce qui n'est pas fait par des vivants, qu'est-ce qui a besoin d'une intervention de vivant, qu'est-ce qui n'a pas besoin de l'intervention de vivant. On peut y passer l'après-midi, c'est pas très intéressant, ça reste encore des débats scientifiques, mais quand même, dans la vision philosophique de Gaïa, à la fin, c'est quand même important. Et donc, sous nos pieds, il y a une terra incognita. Et cette semaine, c'est pas le petit bassin versant du ruisseau de la Combe, hein, ici, c'est le bassin versant du Strengbar, dans les Vosges. On a fait de l'exploration géophysique. On avait une espèce de bazooka qu'on baladait. On faisait se propager des ondes électromagnétiques. Je ne sais pas si vous voyez l'animation là à côté, qui, lorsque vous les enregistrez en retour, vous donne une image du sous-sol. Ce que vous faites quand vous allez chez le médecin, vous faites une échographie, il nous envoie des ondes acoustiques, il récupère les ondes acoustiques réfléchies par vos organes internes et vous donne une image de votre intérieur. Ici, vous voyez, c'est une image en 3D. Il ne faut plus voir le bassin versant comme une surface, il faut voir le bassin versant comme un volume avec une certaine profondeur. Vous voyez aussi, ça répond un peu à ta question, c'est que cette zone, alors je ne l'ai pas dit, le rouge c'est pas poreux et le bleu c'est très poreux. Donc, sans grande surprise, à la surface du sol, c'est très poreux, d'accord? Et quand plus vous enfoncez, moins c'est poreux. Et cette limite entre le poreux et le non poreux n'est absolument tout sauf une ligne. Elle est extrêmement convoluée. Voilà, donc il y a en ce moment une grande initiative d'architecture de la zone critique, explorée par la propagation d'ondes sismiques, par l'électricité, par l'électromagnétisme, par la gravité. On mesure la gravité comme le professeur Tournesol faisait, avec des instruments qui valent 700 000 € hein, maintenant, c'est plus le tournesol, c'est plus du pendule, mais on commence à découvrir des choses absolument incroyables qu'on ne connaissait pas, parce qu'on ne s'était pas intéressé à ce qu'il y a sous nos pieds. Allez, je le dis parce que j'en meurs d'envie. On fait des rovers pour aller explorer la surface de Mars, on ne connaît pas le fond de l'Amazone. Voilà, no comment, hein. Donc je voulais lister une série de ces transformations, mais rassurez-vous, je vais aller vite. Donc une des transformations très importantes, elle a été découverte par des protestants suisses à la fin du XVIIIe siècle, c'est la photosynthèse. C'est ce miracle planétaire, c'est le fait qu'un arbre, les cellules d'un arbre sont capables d'utiliser une toute petite portion de l'énergie lumineuse qu'ils reçoivent. C'est pour ça qu'ils ont des structures en feuilles, hein, c'est des capteurs solaires. Et avec ça, ils fabriquent de la matière organique, c'est-à-dire du carbone organisé. Et ce carbone organisé, il a des propriétés, vous en savez quelque chose, jusqu'à provoquer une intelligence, paraît-il, chez des organismes évolués. Voilà, c'est la grande histoire on va pas refaire la grande histoire de l'évolution, mais cette matière organique, elle a aussi une caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement fragile. Et dès lors qu'elle n'est pas renouvelée, elle se décompose très vite, elle est décomposée plus exactement par d'autres vivants qui ont profité de cette photosynthèse pour faire la contre-réaction qui est la respiration que vous êtes en train de faire. Donc vous êtes en train de régénérer le CO2 que les végétaux ont pompé hier. Ce pas les mêmes et vous n'avez pas mangé des végétaux, je sais, mais à peu près en vision biogéochimique, ça marche comme ça. Donc transformation et régénération. Et c'est très intéressant de relire Lavoisier. Lavoisier, il avait compris ça. Il avait appelé ça le cycle vital.
Le cycle vital, parce qu'il avait compris avec ses petites expériences, vous savez, qu'il avait faites, en faisant respirer un homme dans un tank et mettait des souris ou des canaris, et vous voyez que les canaris mouraient. C'est-à-dire que l'air que nous expirons est un gaz mortel quand même, hein. Et il avait dit, mais c'est pas possible que la planète devrait plus être habitable, vivable, parce que les organismes vivants rejettent du gaz carbonique, et que cet acide carbonique, il est pas bon, il est létal. Et donc, à la même époque, ces protestants suisses dont je parlais tout à l'heure, Saussure, Senebier, etc., découvraient la photosynthèse. Et il y a de très beaux textes de Lavoisier où il parle des rotations du carbone. Rotation. Parlez pas de cycle. Et ce mot de rotation est très joli, parce que c'est la rotation dont nous parlait hier Frédéric. C'est pas la rotation autour d'un axe, c'est la rotation de la matière qui fait que il y a génération et régénération perpétuelle dans ce cycle-là. Néanmoins, ce n'est pas ce cycle-là qui provoque la durabilité de l'atmosphère. Ce cycle-là est efficace aux échelles de temps qui le caractérisent. Et là, j'introduis une notion qui est vraiment très importante et que la zone critique permet de refaire, qui est la notion de temporalité. Nous sommes insérés dans plein de temporalités. Et chacune de ces transformations a sa vitesse. Et de ces vitesses-là découlent des cycles ou des rotations, pour reprendre le terme de Lavoisier, qui vont être très différentes. La rotation qui implique la photosynthèse et la respiration, c'est quelque chose qui va très vite. L'arbre qui a poussé, les feuilles de l'arbre qui ont poussé au printemps, à l'automne, seront rétribuées à l'atmosphère. Ce cycle-là est un cycle très court, qui ne peut pas jouer sur des siècles, voire des millions d'années, voire des milliards d'années, parce que la Terre, elle parle en milliards d'années. Il y a d'autres processus. Un des autres processus, par exemple, c'est l'humification. J'en ai tout à l'heure un petit peu parlé. C'est le fait que ce carbone qui tombe à l'automne, une partie n'est pas retransformée en CO2. Elle fait l'école buissonnière, fuit, s'échappe, et va faire des molécules organiques que l'on appelle l'humus, qui vont durer plus longtemps. D'accord? Donc, il y a une notion de durée de vie, là. Elles ne vont pas durer très longtemps à l'échelle de la planète, elles vont durer 1000 ans, mais n'empêche que pour vous, c'est important, c'est grâce à cela que vous cultivez la Terre. C'est parce qu'il y a cette forme d'humus qui donne des propriétés particulières au sol, qui lui donne aussi des nutriments, parce que cet humus contient le calcium, le potassium, etc., le phosphore, qui ont été libérés par l'altération des roches, et le mettent, c'est le garde-manger, l'humus. Hein. Donc s'il n'y avait pas cet humus, on ne pourrait pas cultiver sur un sol. Il y a une régénération de l'humus. L'humus, on sait le dater par carbone 14, par exemple, les sols de l'Ukraine. C'est une des raisons pour lesquelles l'Ukraine est si stratégique. Les sols de l'Ukraine, ils ont à peu près, la matière organique des sols d'Ukraine, à peu près 2000 ans, 3000 ans. C'est des formes de garde-manger extrêmement longues. Hein. L'humus de nos climats, ça dépend de où on est en altitude, mais il a des durées de vie beaucoup plus courtes. Et sous les tropiques, une feuille qui tombe, elle dure 15 jours. Il n'y a pas d'humus, il y a très peu d'humus dans les sols tropicaux, c'est la raison pour laquelle ils sont assez peu fertiles. Et puis, troisième réaction, enfin une autre réaction, c'est ma préférée, c'est l'altération des roches, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, c'est mieux d'aller à la Guadeloupe que dans le Trièves, je suis désolé pour l'étudier, ce processus. Ici, j'ai une roche qui est une ancienne bombe volcanique qui a été émise par un volcan guadeloupéen, que j'ai coupée en deux. Cette roche, elle a 1 million d'années. Et quand vous la coupez en deux, vous voyez très bien à l'intérieur une zone grisâtre qui est une roche volcanique des plus dures qu'on puisse trouver, et autour, si vous l'aviez dans les doigts, une pellicule complètement meuble, douce, je ne sais pas comment le dire, douce, c'est mieux que mou, douce, qui vous reste sur les doigts, etc. Quand on l'analyse, c'est de l'argile. La transformation des roches par le gaz carbonique de l'air, ça produit de l'argile. Ça, c'est très intéressant. Non seulement ça purifie l'atmosphère en CO2, l'altération d'une roche, mais en plus, ça produit l'argile, qui est le deuxième ingrédient du sol avec la matière organique. Et d'ailleurs, si vous relisez un peu les grands textes fondateurs de la civilisation chrétienne, ou judéo-chrétienne même, l'argile, elle a un rôle très important, bien entendu. Donc cette roche, c'est un modèle réduit de terre, hein, pour moi. C'est la planète rocheuse qui est à l'intérieur, qui à l'extérieur s'est fait altérer, s'est transformée en quelque chose par soustraction, parce que ça, j'ai pas forcément pas bien insisté là-dessus, mais pour faire un milieu poreux à partir d'un milieu dur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme le gruyère, hein. Il faut faire des trous, il faut enlever de la matière, il faut l'exporter en dehors, d'accord?
Le gruyère, c'est du gaz qui s'en va, qui fait les trous. Et là, quand une roche se transforme, s'altère pour donner de l'argile, il y a tout un tas d'éléments chimiques qui partent. Et il se trouve que c'est les éléments qu'on aime bien. C'est le phosphore, c'est l'azote, pardon, oui, l'azote, il y en a pas beaucoup, du calcium, du potassium, etc. Tous ces nutriments dont on a besoin et qui vont nourrir les écosystèmes. Il n'y a pas d'écosystème s'il n'y a pas d'altération chimique. Et cette altération chimique, elle va conduire à terme, je vous montrerai une diapositive tout à l'heure, à la formation des calcaires qui nous entourent. Nous sommes dans une région de calcaire. Derrière moi, le Vercors, devant moi, le Dévoluy, la Haute-Provence n'est pas très loin. Tous ces calcaires sont des gaz carboniques d'atmosphère ancienne qui ont réagi avec des roches et qui aujourd'hui sont une forme de séquestration très très long terme du carbone. Ça, c'est possible parce qu'il y a eu altération chimique à un moment des roches. Donc l'altération chimique, c'est un peu comme la photosynthèse de tout à l'heure, mais elle va jouer à des échelles de temps beaucoup, beaucoup plus longues. Et en fait, les géologues savent, il y a des modélisations climatiques qui montrent bien ça, que si l'atmosphère de la Terre est restée constante au cours du temps, son CO2, son oxygène, etc., c'est grâce à ces réactions d'interaction avec les roches. C'est pas les végétaux. Les végétaux, c'est beaucoup trop court. D'accord? Les végétaux ont assuré une constance, une homéostasie, pour parler comme les médecins, mais qui sera de court terme. Si vous voulez du long terme, si vous voulez durable longtemps, il faut mobiliser d'autres réactions chimiques avec des temporalités très différentes. Ça, c'est l'altération. S'il n'y avait que l'altération, s'il n'y avait que cette transformation, la Terre ne serait pas habitable. Elle serait comme ça. C'est-à-dire que tout partout, la roche serait très lointaine. Et donc la source des nutriments serait très lointaine. Elle a 4 milliards d'années. Imaginez de la pluie qui tombe sur le Trièves pendant 4 milliards d'années sans régénération. Il n'y a pas de Trièves. Il y a juste un truc tout plat avec, je sais pas, 100, 200 mètres d'argile dans lequel il n'y a plus rien de possiblement vivant. Donc il y a des régénérations. Et ces régénérations, c'est l'érosion. L'érosion, c'est ce que fait ce petit ruisseau ce matin. Il a travaillé toute la nuit à exporter de la matière solide, des ions, les fameux ions, il va falloir qu'on en parle des ions, des matières solides, de l'argile qui a été générée par des réactions d'altération dans la montagne cette nuit ou durant les 10 000 dernières années. Ici, l'image d'un ruisseau très riche en argile pris au Laos. J'ai pas eu le temps ce matin, la flemme un peu. On peut prendre un glacier. Un glacier, c'est pareil, ça rabote la surface de la Terre et ça exporte ces produits de transformation qu'avait généré l'altération. D'accord? Donc, on arrive à une image, et c'est là-dessus que je veux vraiment vous amener, l'image que la pellicule habitable de la Terre, d'abord elle est toute petite, même si on a du mal à en définir les limites inférieures et extérieures et vers le haut, elle est toute petite, d'accord? Elle n'est pas du tout, elle n'a rien à voir avec les 6500 km de diamètre de la bille bleue. Elle est à tout casser quelques kilomètres. C'est rien, c'est même pas représentable. C'est un tapis roulant, c'est-à-dire qu'il est formé, il est construit, il est déconstruit, et il est toujours en tension entre ces deux processus. Et il n'y a rien de durable si vous n'avez pas l'association de ce mécanisme qui fait et ce mécanisme qui défait. En l'occurrence, ce profil de zone critique ici représenté par Alexandra Arène, se crée par le bas, par ces réactions dont je parlais tout à l'heure, Atrades et Hélios, mais se détruit parce que le premier orage qui va arriver va emporter des pans entiers de roches qui ont été métamorphosées par ces réactions d'altération. Okay? Donc c'est cette notion de tapis roulant. Quand vous remontez dans un tapis roulant, vous allez y passer un certain temps. Et là, j'essaye de vous amener, c'est cette question des temporalités. Je pense que vraiment, si on veut habiter d'une autre manière la Terre, il faut qu'on se resynchronise aux temporalités du système Terre. Nous avons été complètement désynchronisés. La modernité, je pense, nous a complètement désynchronisés. Et regardez, rien que sur ce profil de zone critique très simple, qui est celui qui est derrière nous, ici dans la montagne, il y a plein de temporalités. Il y a une temporalité géologique. C'est-à-dire que pour faire 2-3 mètres de sol, compte tenu, je n'ai pas insisté là-dessus, mais compte tenu des vitesses avec lesquels les minéraux se transforment au contact du CO2, il faut 100 000 ans. Un bon tracteur, bien comme il faut, de chez John Deere, je ne suis pas financé par John Deere, mais en 10 minutes, balaye, allez, 10 000 ans de travail, d'altération chimique, à peu près. C'est ça la désynchronisation. C'est quand l'érosion, qui est un processus lent,
est accéléré, catalysé par une folie, parce que c'est quasiment de la folie, de le labourer, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, de le labourer, et que donc la première averse le détruise. En région parisienne, j'habite la région parisienne, c'est un crève-cœur à chaque fois qu'on fait un immeuble, et on en fait beaucoup, de voir que cette partie riche en humus du sol est foutue à la poubelle. La première chose qu'on fait, c'est qu'on vire cette partie d'humus, peut-être tu vas me contredire, et on la met à la poubelle. Enfin, elle part en benne dans des décharges à l'extérieur de la ville. Enfin, c'est un crime, ça. C'est un crime contre non pas l'humanité, mais la zone critique. Donc, vous voyez, dans ce profil de sol-là, il y a ce temps de résidence. Alors, je n'ai pas prononcé le mot. Quand vous êtes sur un tapis roulant, vous êtes plus dans un temps linéaire. Vous avez le temps que vous allez y passer. Et du coup, un minéral qui rentre dans la zone critique, il va y passer un certain temps. C'est ce que j'aime appeler le temps de résidence. Un moment d'être, en fait, pour le faire plus poétique. Mon moment d'être, le moment d'être d'un minéral, d'une roche là derrière, qui s'altère, ici, ça va être à peu près 10 000 à 100 000 ans. C'est long, hein? C'est long, et c'est pas compatible avec nos activités humaines. Enfin, ça n'était pas. Il y a d'autres temporalités. Le sol cultivable, l'humus, la partie riche en matière organique sur laquelle nous cultivons, une partie des racines s'y développe, c'est beaucoup plus court. Une molécule organique qui devient humus, elle va résider à peu près 100 ans à 1000 ans. C'est des chiffres qui ont été mesurés, hein, en particulier grâce au carbone 14. Il y a d'autres temporalités. L'arbre. L'arbre, le temps de résidence, il est très court, c'est 1 à 100 ans. C'est une temporalité longue, hein, en Corse. Lorsqu'un enfant naissait, j'ai appris ça grâce à ma résidence en Corse l'année dernière, on plantait un châtaignier et on savait que ce châtaignier allait donner des châtaignes 12 ans après, c'est-à-dire à peu près à l'adolescence de l'enfant qui était né. C'est beau. On a complètement oublié ça. Et même ces temporalités qui sont très courtes, on les a oubliées. Mais vous voyez que là, en dépliant un peu les temps, on en a déjà 3 ici, qui sont emboîtés les uns dans les autres, car ce temps de 100 000 ans dépend aussi du temps de 100 ans de l'arbre, puisque l'arbre, c'est la matière organique de l'arbre qui, en se décomposant, provoque la décomposition de la roche en dessous. Voilà. C'est important de savoir ça, non pas pour s'en plaindre et dire que nous sommes trop pressés et que nous avons détruit le système. Il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles, intelligentes à faire, peut-être de limiter ou de corriger nos erreurs. Je voudrais dire un petit mot là-dessus, parce que cette semaine, on a vécu des moments assez intéressants, où, en particulier avec Sébastien, Sébastien le charbonnier, pour ceux qui ne le connaissent pas. Sébastien fabrique avec de la matière organique vivante, des arbres, des déchets. Je sais que tu n'aimes pas les appeler des déchets, et je te comprends, et moi non plus, je pense que ce n'est pas du tout des déchets. Ils sont utiles, et ce que fait, quand on fait un charbon, maintenant avec des techniques modernes, en 3 heures, on peut refaire une matière organique qui est pas réactive. Et donc du coup, on fait ce que la nature a fait en plusieurs millions d'années. Donc là, c'est des voies d'espoir, c'est des voies d'espérance. Ça, c'est que si on s'est désynchronisé, on peut peut-être aussi corriger ces actions de désynchronisation par des espèces de, comment je dirais, des réactions de pardon presque, de se dire, ok, resynchronisons-nous en inventant des processus compensateurs à la manière dont le système naturel a évolué dans le temps. J'en dirai un mot tout à l'heure. Donc voilà pourquoi cette zone critique a été, par ce conseil scientifique américain, mise en avant comme une direction importante de recherche. Parce que si vous vous intéressez à la zone critique, vous avez des connexions avec plein de domaines. Le climat, puisque vous voyez que cette zone, elle est très importante pour la consommation du CO2, et le CO2 est un des gaz à effet de serre. Pas le principal, mais un des gaz à effet de serre, vous savez ça. Maintenant, quand vous achetez un billet de train, vous avez la quantité de CO2 écrite dessus. C'est vraiment une allusion à ces cycles de la matière-là. Pas bien expliqué, hein, bien entendu. Aucun politique ne saurait expliquer le cycle du carbone, mais néanmoins est capable de parler des heures de la taxe carbone. Bien. Quand vous vous intéressez sur la qualité et la quantité de l'eau, ben, la zone critique, c'est fondamental. C'est ce filtre
qui est celui au travers duquel l'eau de pluie s'infiltre et n'est plus de l'eau de pluie. L'eau de la rivière n'est pas de l'eau de pluie, hein, que ce soit bien clair entre nous. Cessons d'avoir ces imaginaires dans la tête. Les rivières ne sont pas remplies d'eau de pluie. Les rivières sont remplies d'eau, de nappe, et la rivière n'est que l'intersection de la nappe avec une topographie. Ça change tout. Hein. Et du coup, vos saloperies, genre pesticides et autres ides, sont dans la nappe et se retrouvent dans la rivière pour cette raison. La source des nutriments, il n'y a pas d'écosystème sans altération des roches. J'ai assez insisté, et pensez au phosphore. Et quand vous mangerez à midi, pensez que le phosphore que vous mangez vient de roches, en l'occurrence du Maroc. Évolution des paysages, si vous vous intéressez, c'est vrai. Si vous vous intéressez à l'évolution des paysages, vous êtes nécessairement préoccupé par comprendre toutes ces transformations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les mesurer, déterminer leur vitesse, apprendre à déterminer ces temporalités toutes emboîtées qu'on ne connaît pas si bien que ça. Hein. Et voilà pourquoi la planète est habitable. C'est parce que la planète est habitable, parce que l'altération des roches a l'altération des roches a libéré, on va dire comme ça, a libéré le calcium, et que ce calcium dans l'océan est allé précipiter des carbonates. Donc, ces calcaires que vous avez, des calcaires que vous avez autour de vous, je le redis, sont des atmosphères anciennes de gaz carbonique emprisonnés. Ah, il y a encore deux diapos de Corse. Bonifacio, ici, bien sûr. Et à terme, et si on prend vraiment l'échelle de temps très longue, je sais qu'elle vous donne le vertige, mais moi j'aimerais bien vous réconcilier avec les échelles de temps longues quand même. Les chaînes de montagnes qui nous entourent, elles vont juste fondre comme le sucre dans le café ou la neige au soleil, parce que ces mécanismes dont je parle depuis tout à l'heure sont extrêmement actifs. L'Himalaya au nord, le sud de la Corse, au-dessus, le sud de la Corse qui est à peu près plat au sud, en bas, sont les mêmes paysages à des échelles de temps différents. Et James Hutton, qui est quand même... James Hutton, il faut quand même réhabiliter aussi ce monsieur, c'est le père de la géologie, et c'est un agronome, James Hutton. Il avait une ferme, et il se questionnait sur la fertilité de ses champs. Il avait compris que c'est pas durable, l'agriculture est forcément pas durable, c'est par définition une soustraction. Et il s'intéressait à la manière dont ces minéraux, il est écossais, hein, ces minéraux s'altéraient, et donc pouvaient contribuer à la santé de ses champs. Et il a cette belle phrase, hein, qui est le mythe fondateur de la géologie. « We find no vestige of a beginning, no prospect for an end ». Nous n'avons pas de reste du début, et nous ne savons pas d'idée de ce que sera la fin. Il illustre exactement cette histoire de cyclicité, de tapis roulant dont je vous parlais. Et pourquoi la Terre, c'est pas... je vous montrerai pas beaucoup d'images de globes comme ça, mais quand même. Pourquoi la Terre, c'est pas la Lune? C'est parce que la Lune, elle n'a pas ce mécanisme de régénération permanente qui fait que toute cicatrice à sa surface, ici vous voyez les cratères d'impact, hein, qui sont des météorites qui sont tombés sur la planète, ne sont pas visibles sur la Terre, parce que la Terre, elle a sans arrêt, tout le temps, régénéré sa surface. Et ça, c'est ce tapis roulant, c'est l'ensemble de toutes ces transformations qui, comme des engrenages, fonctionnent ensemble pour que ce soit possible. Voilà. Alors, elle est critique, et là, la rencontre avec Bruno était intéressante, mais pourquoi vous avez appelé ça critique? Parce que ça permet de faire parler des sciences ensemble. Ah bon, mais elle est critique parce que, au sens philosophique, oui, critique, ça veut dire dont il faut s'occuper. Donc on rentre dans le care, on rentre dans l'attention, on rentre dans le soin, etc. C'est ce qui nous réunit cette semaine. Et donc oui, c'est critique cette zone, parce que si on veut sauver notre existence sur la Terre, il faut sauver cette zone-là. Donc nous ne vivons pas des roches qui sont à 500 km sous nos pieds, et nous ne vivons pas dans la haute atmosphère, tout simplement parce qu'il n'y a plus l'oxygène. Notre espèce biologique est inféodée à ce milieu-là, à cet habitat-là, qui est la zone critique, comme je sais pas, une murène est adaptée à circuler dans des fractures de roches au fond de l'eau. Voilà, c'est comme ça. Et donc cette zone critique, il n'y a pas de choix, et c'est notre habitat. Elle est en danger, je vous fais pas le couplet, elle est très très en danger parce que
Si quand même, ça c'est intéressant, c'est la quantité de matière que déplacent les vivants. Hier, on a eu très bon argument qu'en 2020, la masse des infrastructures humaines est devenue équivalente à la masse du vivant sur la Terre. Il y a autant d'infrastructures en masse, d'infrastructures humaines qu'il y a de vivants sur la Terre, alors que nous, en tant qu'espèce humaine, on représente 0,0 je ne sais quoi, % de cette biomasse. C'est juste de la folie. Et si vous regardez la quantité de matière qui est déplacée, ici le temps, 4000 ans, 2000 ans, 0, de manière inintentionnelle, c'est l'agriculture. Parce que quand vous mettez un sol à nu, forcément vous augmentez l'érosion. Ou intentionnel, c'est les Chinois qui déplacent des montagnes, parce qu'ils n'aiment pas les montagnes. Voilà. Ou nous qui faisons des tunnels, parce qu'on n'aime pas faire comme ça, comme ça. Eh ben, on a multiplié par 4 la quantité de matière qui transite des continents aux océans. Et hier, cette fable de la salamandre était extraordinaire, et les salamandres qui grignotaient les continents, ben c'est ça en fait. Mais oui, c'est ça. Nous grignotons les continents, puisque nous exportons 4 fois plus de matière des continents à l'océan que ce que le cycle géologique, voilà, fait. Et à nouveau, désynchronisation. Les salamandres, c'est nous, hein. Voilà. Alors, pourquoi c'est important l'étude scientifique de la zone critique? Ben, c'est compliqué, je ne vais pas vous embêter avec ça, hein, mais c'est compliqué parce que vous voyez si on redéfinit l'objet, il faut remobiliser des collectifs scientifiques qui ne se parlaient pas. Il faut qu'un géologue parle avec un écologue. Faites des études d'écologie, vous ne ferez pas l'ombre d'un module de géologie, et réciproquement. On arrive à des situations, on en discutait encore tout à l'heure, où les communautés ont des lubies qui sont associées à leur discipline, ne regardent plus les autres, et ça conduit à des situations de guerre, évidemment, dans lesquelles on est là aujourd'hui. Les climatologues luttant contre les spécialistes du système Terre, les systèmes Terre luttant contre les géologues, etc., etc., taxés d'extractivisme, enfin bref. Le paysage scientifique, c'est horrible. Ce qui est difficile pour cette étude, pour cette zone, c'est que vous voyez, elle est compliquée parce qu'elle évolue avec des temporalités qui sont extrêmement difficiles à mettre tout ensemble. Mais là, j'ai des choses très concrètes. Si vous voulez construire un modèle de prédiction du Trièves, c'est compliqué. Parce que dedans, vous allez devoir mettre des phénomènes qui se déroulent sur des échelles de temps très différentes. Et on ne sait pas faire. Juste, on ne sait pas faire. On n'a pas les ordinateurs qu'il faut. On sait prédire le climat à peu près sur les 100 à 200 ans qui viennent, les grands modèles climatiques. Hein. À l'échelle d'un territoire, on ne sait pas faire. Changer le climat, mettez 3 degrés de plus à Grenoble. Qu'est-ce que devient la ville de Grenoble? On ne sait pas faire. Voilà. Et c'est là qu'il faut travailler. Et pour faire ça, c'est pas un problème d'eau, c'est pas un problème de glacier, c'est pas un problème de sol, c'est pas un problème d'habitat, c'est tout ça ensemble. Et c'est ça qui est compliqué. Géodiversité, je pense que c'est un terme qu'il faut inventer, mais qui n'est pas celui qu'ont inventé les géologues. Les géologues désignent la géodiversité en disant la diversité des roches et le fait qu'il faut protéger des carrières. C'est ridicule. Voilà, c'est dit. La géodiversité, c'est autre chose. C'est cette espèce de cocktail entre Hadès et Hélios qui fait que nos territoires sont spécifiques à chaque fois. Que le Trièves, c'est pas le Vercors, que le Vercors, c'est pas le Dévoluy, que le Dévoluy, c'est pas la vallée de l'Isère. C'est ça, la géodiversité. Et c'est ça qu'il faut protéger. Voilà. Enfin, évidemment, mais vous avez le droit d'en rire, la fragmentation des disciplines est telle que, ben voilà. Et c'est très difficile. Moi, je vais vous raconter mon histoire personnelle. J'ai fait ma thèse sur l'Amazone. Et quand j'étudiais la composition chimique de l'Amazone, et très vite, j'ai voulu rencontrer des collègues qui travaillaient sur d'autres domaines, des écologues, etc. Et là, c'était « Ah oui, mais moi, je suis spécialiste de la pelouse alpine, alors je ne peux pas te renseigner sur la forêt amazonienne. » D'accord. J'ai voulu, je me rappelle, et ça c'est un témoignage, j'ai pris mon téléphone, je voulais aller travailler sur un petit observatoire géomorphologique qui est pas très loin d'ici, à Drex, à côté de Digne, sur la thématique de l'érosion des terres noires, hein, ces formes de ravines qu'on voit beaucoup dans le coin, qui sont absolument catastrophiques. On m'a dit, ah mais t'es CNRS, nous on est INRA, on peut pas. Ouais, c'est de ce niveau, hein. Et donc ça m'a énormément énervé, mais en même temps ça m'a beaucoup motivé dans ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est de construire un réseau d'observatoires de la zone critique pour que sur des lieux précis, ces sciences puissent se reconnecter. Et donc on a un réseau qui s'appelle OSCAR, je
vais vite, hein, voilà, c'est le schéma emblématique d'Oscar, dans lequel on a mis ensemble des observatoires des bassins versants, des observatoires des glaciers, des observatoires hydrogéologiques, donc des nappes, des observatoires des zones humides. On a un réseau, par exemple, qui étudie les tourbières, qui est un grand truc pour stocker le carbone, etc., etc. Le réseau, c'est ce qu'on a pu faire de mieux. Parce que le monde idéal, ça aurait été de dire, bon ben, venons tous travailler tous au même endroit. Prenons la maison atelier, je prends juste cet exemple, et faisons venir, allez, des géophysiciens qui vont nous faire propager des ondes dans le sol, des géochimistes qui vont étudier le ruisseau, des écologues qui vont calculer la quantité de CO2 qui est fixée chaque année dans nanana, etc. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. Je suis en fin de carrière et je réalise que ça ne sera pas possible. Et donc l'alternative, c'est là aussi où les discussions étaient intéressantes avec Bruno, c'est ces réseaux. Hein, c'est de fabriquer des réseaux et de créer du lien entre les choses, de manière à ce que éventuellement le collectif arrive à évoluer comme ça. Voilà, OSCAR, si ça vous intéresse, ça s'appelle OSCAR, Observatoire de la zone critique, application et recherche, possède pas mal d'observatoires, beaucoup. Un pas loin d'ici, je vous en ai parlé, à Drex-Bléone, à côté de Digne. Si vous avez envie d'aller les visiter, vous pouvez me contacter, je contacterai les responsables du site. Donc c'est des endroits où les scientifiques reviennent périodiquement, mesurent les choses depuis quelquefois 40 ans. Et compte tenu de ces emboîtements de temporalité, on n'a pas le choix. Il faut faire ça, d'accord? On est sur des temporalités lentes. Le changement climatique nous impose un changement qui est rapide sur un système qui a l'habitude d'évoluer sur des échelles de temps longues. D'accord? Donc ces observatoires, et on est dans un pays, honnêtement, croisons les doigts pour que ça dure, qui favorise ça. Il y a même un corps de fonctionnaires de l'État qui dans sa fiche de poste, a de l'observation à long terme. Il n'y a que 2 pays au monde qui font ça, c'est la France et la Chine. Mais le fait qu'il y ait un corps qui a été d'ailleurs créé, c'est assez intéressant, hein, par Philippe le Bel. Donc c'est pas d'hier, hein. Ça date d'il y a longtemps, cette espèce de volonté de surveiller les choses. Alors pour des raisons bien sûr de contrôle étatique, hein, bien sûr, c'est la géographie de la République dont parlait Grégory Kenneth la semaine dernière, qui est derrière, mais quand même. Voici par exemple le petit bassin versant du Strengbar dans les Vosges, parce que vous voyez. Mais ça, bon, vous savez, pour ceux qui ont des cheveux gris, dans les années 90, le gros problème environnemental n'était pas le changement climatique. Le gros problème environnemental, c'était les retombées acides, qui ont bousillé toutes les forêts du centre de l'Europe, et en particulier la forêt des Vosges. La forêt des Vosges était dans un tel état que les truites, dans les ruisseaux, n'arrivaient plus à se développer, puisque ces eaux avaient un pH de 3, c'est-à-dire qu'un pH du Coca-Cola. Depuis, ça c'est l'acidité, ou du moins c'est la régénération du cours d'eau. Donc c'est pas l'acidité, c'est la teneur en sulfate, je ne rentre pas dans les détails. C'est de mieux en mieux. Okay? Donc là, c'est une évolution qui est positive quand on la regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 90, on a compris d'où venait l'acide sulfurique qui était responsable des pluies acides. Il venait de l'industrie de la Ruhr. Et la situation s'est améliorée, qui fait qu'il y a de moins en moins de rejets soufrés dans l'atmosphère et que l'écosystème, le bassin versant du Strengbar, est résilient et revient. Il n'est pas revenu aux conditions antérieures, mais il évolue vers un nouvel état qui est plus favorable à la croissance des truites, à la régénération de l'écosystème. Vous êtes peut-être en train de vous dire où sont passées les industries? Où est-ce qu'on a purifié les rejets industriels? Oui, en partie en Europe, mais comme vous le savez, l'industrie n'est plus en Europe, elle est délocalisée et maintenant elle est en Asie. Et ce que vous voyez là sur la fin, et ça c'est des études scientifiques très sérieuses qui nous montrent ça, la décroissance des années 90 n'est plus observée, on a une espèce de phase de plateau, voire même on se demande si c'est pas encore en train de se dégrader. Et ça c'est les retours de masse d'air de l'Asie. Donc c'est bien gentil de dire on veut plus d'usines en France, mais elles sont ailleurs et on se le reprend dans la figure. C'est vraiment face à Gaïa, pour le dire comme ça. On ne peut pas tricher avec le système Terre. Voilà, donc on a des observatoires dans lesquels on instrumente. Donc il y a une forte dimension instrumentale. Hein. Et moi, si je suis là en particulier cette semaine, c'est parce que pour moi, la géopathie passe aussi par une extension
C'est l'enquête hier que Vinciane nous expliquait. Hein. Moi, je ne peux pas mener l'enquête avec une feuille de papier et interroger mes objets d'étude, ils ne parlent pas. Donc il faut que je m'équipe. D'instruments. En voilà un, c'est le River Lab. Il est installé près d'un petit bassin versant et lui, il interroge la rivière. Il mesure la composition chimique de la rivière en temps réel. Et honnêtement, ça a été une grande découverte, une des plus grandes découvertes de ma carrière. Un ruisseau, la composition chimique du ruisseau varie de seconde en seconde, de minute en minute. Un ruisseau parle. Un ruisseau parle et ne dit pas du tout la même chose. Le nitrate parle de quelque chose, le calcium parle de quelque chose, etc. Et grâce à ce River Lab, et ici c'est une installation qui coûte cher, hein, ça nous a coûté plusieurs millions d'euros, c'est pour ça que les chercheurs ont un petit peu peur quand il y a un changement de gouvernement, parce qu'ils se demandent si leurs activités vont pas passer à la trappe, ou devant d'activités beaucoup plus fondamentales. Ça coûte cher parce qu'on essaye d'instrumenter ce milieu qui nous raconte des choses, mais que nos sens ne nous permettent pas d'appréhender. D'accord? Et puis les temporalités, une fois de plus, on n'y est pas forcément sensible. Voilà. Si vous avez l'occasion d'aller au bassin versant du Strengbach, c'est à côté de Aubure, à côté de Ribeauvillé en Alsace, passez nous voir. Il y a le même en région parisienne, à côté de Coulommiers. Et je vais bientôt terminer, mais pour vous dire que dans cette manière d'appréhender le système, les capteurs sont très importants. Et avec Bruno Latour, on avait, et d'autres, on avait organisé cette exposition qui s'appelait Zone critique à ZKM en Allemagne, où cette salle ici, ce grand hall, c'est la représentation d'un bassin versant. Ça vous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est pas un bassin versant représenté par des ruisseaux qui se connectent et qui sortent à un moment donné, c'est un bassin versant représenté par l'image que nous en donnent les capteurs. Donc il y a une image chimique, il y a une image gravité. Gravité, ici, dans cette petite cabane, je ne sais plus laquelle, il y avait le fameux pendule là, du père Tournesol, professeur Tournesol, qui nous renseigne sur, quand vous mesurez la gravité dans un bassin versant comme ça, elle n'est jamais constante. S'il y a beaucoup d'eau dans le bassin versant, le pendule va plus vite, il y a plus de gravité. S'il n'y en a pas, il y en a moins, etc. Et donc, en enregistrant la gravité, ce capteur-là, que vous n'êtes pas capable d'enregistrer, d'accord? Ou alors, si vous êtes capable, venez me voir tout à l'heure. Il faut s'équiper, il faut une espèce d'extension de nos sens pour mener l'enquête. Voilà, ça c'est des images pour le plaisir et pour aussi le souvenir, pour ceux qui ont eu la chance de visiter cette exposition, l'exposition de Karlsruhe, ce qui m'amène aux représentations. Donc, nos représentations ne sont pas bonnes, et donc nous avons deux projets qui sont importants, hein, et donc je voulais prononcer le mot aujourd'hui. Terraforma, dont nous a parlé hier Frédéric, qui est une nouvelle manière de représenter, d'inventer des cosmogrammes qui sont plus en adéquation avec cette vision que je vous ai donnée de la Terre. Une vision un peu plus holistique, avec une hétérogénéité dans les temporalités. Terraforma est le livre, et le nom d'un livre absolument fantastique, coécrit par Alexandra Arène, Axel Grégoire et Frédéric Atoiti, mais c'est aussi, ça faisait beaucoup rire Bruno, un projet d'instrumentation, de geeks de laboratoires qui font des capteurs à bas coût permettant de mesurer l'humidité du sol, le débit d'une rivière, la quantité de CO2. Vous vous rappelez, le Covid a généralisé les capteurs de CO2. Tout à coup, on a découvert un monde du CO2 qu'on ignorait. Voilà, Terraforma, c'est un beau projet, en particulier qui a une dimension de science participative, dans lequel on développe des capteurs de ces choses que l'on n'est pas capable de sentir, mais avec lesquelles on peut impliquer des citoyens, des porteurs d'enjeux, des agriculteurs, etc., etc., pour géopathiquement se reconnecter à la Terre, à la zone critique, à la Terre habitable. Et puis il y a un grand projet qui nous tient beaucoup à cœur avec Olivier, Frédéric et d'autres ici, qui est Transform, qui est co-construire avec les porteurs d'enjeux, et si on est là cette semaine, c'est pas un hasard, les porteurs d'enjeux, les gens qui vivent dans les territoires pour transformer notre manière d'habiter la Terre. Et je veux terminer sur ces représentations, parce que c'est vraiment ça la question de la représentation. Ça c'est le globe, et ça c'est une représentation du globe. C'est Alexandra qui m'a fait tout ça, moi je suis bien incapable de faire ces animations. Elle essaye de nous montrer comment est la zone critique sur la vision du globe. Elle n'est même pas dans le trait. La partie habitable de la Terre n'est même pas représentée sur cette vision du globe-là, des années 80. Donc ça ne va pas.
Donc ce qu'a proposé Alexandra, on pourra en discuter un peu plus tard, hein, si vous voulez, ou en petit groupe, parce que c'est quand même un gros effort intellectuel, c'est de dire que ça c'est l'ancien globe, le centre de la Terre, le manteau de la Terre, la croûte terrestre, l'atmosphère. Atmosphère ouverte jusqu'à les galaxies. Alexandra, avec Bruno, dans un article publié en 2018, on a dit on va tout retourner. Et ici, on a un nouveau globe, qui n'est pas le globe d'avant, qui est un globe effectivement en nouvelle sphère, emboîtée, mais la sphère d'à l'intérieur, c'est là où j'habite, c'est l'atmosphère locale. C'est l'atmosphère locale que j'appelle la basse atmosphère, la lower atmosphere, c'est en anglais. C'est la zone critique vraiment. La première couche qui va me concerner, c'est la végétation. Elle pompe le CO2, elle respire, donc elle a sa propre dynamique. Un peu plus loin, mon saprolite, mon altérite, pardon, pour reprendre le terme français. Un peu plus loin, la croûte continentale, les roches, elles m'intéressent moins, mais quand même elles m'intéressent parce qu'elles fournissent des nutriments et elles ont leur propre dynamique. Je ne rentre pas dans les détails, mais cette représentation nouvelle, alors elle est située, hein, attention, ce n'est pas une représentation de l'ensemble du globe. Je peux développer, ça pourrait faire l'objet d'une autre école d'université d'été, je peux développer cette représentation ici, là, autour de la ferme. Il me faut des données, il me faut des capteurs, d'accord? Je ne les ai pas. C'est ça qui est aussi difficile de l'inventer, cette représentation. Mais moi, je me dis toujours que si vous aviez donné une carte Michelin à un de nos lointains ancêtres du Moyen-Âge, vous regardez comme ça, il dit, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas comme ça que je me déplace, c'est pas comme ça que je sens mon environnement. Et donc, je pense que la représentation d'Alexandra, même si elle vous paraît un petit peu abscon, j'ai vu dans des démonstrations publiques qu'au bout de quelques minutes, en fait, on commence à la comprendre. Elle a ce grand mérite de pouvoir repenser les temporalités, justement. Parce que plus vous vous éloignez, là, vers la périphérie de cette représentation, plus vous mobilisez des échelles de temps très longues. D'accord ? Et quand vous êtes sur des échelles de temps courtes, vous êtes dans une dynamique à l'intérieur, là. Je crois que Frédéric avait montré cette représentation hier. C'est l'invention de nouveaux cosmogrammes qui, je le répète, sont des représentations situées à un endroit donné sur lequel on a mené une enquête. Alors ensuite, le problème est un problème de composition de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a décrit ça à un niveau, à un endroit donné? Comment on compose le globe? C'est là où, là aussi, les théories de l'acteur réseau, par exemple, peuvent être utiles pour monter en échelle. Ça, juste, vous voyez rien, c'est pas grave. Alexandra Arène a fabriqué des représentations. Ici, c'est une représentation d'un de nos observatoires de la zone critique, à Plomeur. Il est intéressant, cet observatoire, c'est un site hydrogéologique, c'est le site de pompage de la ville de Lorient. Controverse sur l'eau, comme on a vu hier, typiquement, hein, de ce que décrivait la petite pièce de théâtre qu'on nous a jouée, ben, c'était typiquement, pour moi, c'est une nouvelle manière de représenter nos attachements, nos connexions avec le cycle de l'eau, en l'occurrence. Je ne rentre pas du tout dans les détails, d'accord ? On pourra regarder ça si vous voulez. Voilà, j'en conclus. Donc la zone critique, je n'ai présenté que l'aspect initiative scientifique, d'accord? Parce que je veux me cantonner dans ce que je connais le mieux. Mais le gros avantage de ce concept, de cette nouvelle façon de décrire les choses, comme l'anthropocène, comme les limites planétaires, etc., c'est que c'est un objet hybride qui permet de tisser des liens entre des collectifs scientifiques, entre elles, donc les sciences naturelles, même les sciences naturelles entre elles, c'est compliqué, hein. Donc ensuite, les sciences humaines et sociales, l'anthropologie, la sociologie, etc. Et je constate que c'est très efficace. J'ai des anthropologues qui se présentent dans mon laboratoire sur des projets de recherche au CNRS, ce qui veut dire qu'il y a véritablement une anthropologie de la zone critique à inventer dès lors que vous avez cette nouvelle manière d'envisager votre place sur la Terre, avec la société. Et ça, c'est très important, même si moi, je me sens très désarmé, et c'est pour ça que ces semaines, même si elles sont fatigantes, sont riches pour moi de rentrer avec ce contact de comment on fait concrètement, voilà, pour transformer nos manières d'habiter la Terre. Ça passe par de nouveaux récits, hein. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Il faut qu'on abandonne les vieux récits et qu'on arrive à de nouvelles cartographies. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre l'épopée, hein. Je pense que c'est vraiment un énorme travail qui est au devant de nous.
La zone critique, c'est un objet spatio-temporel. Hein. Je pense vraiment, il ne faut pas oublier cette dimension temporelle. Rien de ce qui nous entoure n'est instantané. Hein. Et notre société de consommation est une société de l'instantané. Et ça, c'est vraiment le plus gros travail intellectuel, je pense, qu'il faut qu'on fasse, de remettre ensemble des dynamiques géologiques, écologiques, sociologiques, individuelles quasiment. Ces dynamiques ont des temporalités qu'il faut resynchroniser. Voilà, et l'épopée ne fait que commencer.